Bienvenue sur Top Invest, la chaîne des top d'investissement. Ici, on parle essentiellement d'entreprises de qualité. Avons-nous une opportunité d'investissement sur GTT? C'est la question à laquelle on va essayer de répondre en se basant sur les états financiers de la compagnie. Donc, ceci représente uniquement mon point de vue et non un conseil d'investissement. Donc, GTT, on l'a déjà étudié ici il y a 5 mois, d'accord? Donc, il y a 5 mois ici, à peu près, le prix était aux alentours de 105 euros. Et voilà, selon l'analyse qu'on avait effectuée ici, on s'était dit OK, moi ici, à 124 euros serait la valeur que je pourrais attribuer à cette entreprise ici en me basant sur des revenus de 400 millions, donc des revenus estimés futurs. Je pense que je pense que c'était des revenus planifiés, je pense en 2024 ou bien 2025, quelque chose comme ça. Et on avait à peu près 400 millions de prévus à cette période-là, tout en ayant ici 50% ici de free cash flow. Donc, on s'était dit que bon, le prix était intéressant, mais ce n'était pas waouh, sauf si on s'attendait à une croissance extraordinaire dans les années à venir. OK, donc 5 mois plus tard, est-ce que nous sommes du même avis? Surtout que l'entreprise a publié ses résultats ici, donc les résultats du mois de, je pense que c'est les résultats semestriels au mois de juillet ici. Donc ici, aujourd'hui, on cote à 111 euros, d'accord? Et au niveau des résultats du mois de juillet, qu'est-ce qu'on obtient ici? Alors, ces résultats-là n'ont pas été ils n'ont pas été extraordinaires. Pourquoi? Parce qu'il y a eu certains retards. Par exemple, quand on marque ici par rapport au chiffre d'affaires, si on compare le chiffre d'affaires par rapport à la période précédente, en 2021, donc au premier semestre 2021, on a une décroissance ici de moins de 12%. D'accord? Et au niveau ici au niveau ici des bénéfices nets, ici, on a à peu près des bénéfices nets également qui vont à peu près suivre la même tendance. Les bénéfices nets ici sont en décroissance également. Mais il y a une bonne raison par rapport à ça. Je vous ai toujours dit, quand vous lisez un rapport semestriel, la question que vous devez vous poser, ou bien un rapport trimestriel, posez-vous la question à savoir, qu'est-ce qui s'est passé? On vous dit que les revenus ont baissé. Pourquoi est-ce que ça s'est passé? Donc, c'est quoi la raison? À quoi s'attendre à court terme? Et quel est l'état du bilan actuel? Donc, pourquoi est-ce que ça s'est passé? Quelle est la raison derrière cette baisse-là? En fait, le management dit ceci. Alors, on va prendre ça, voilà. S'agissant des objectifs de l'exercice 2022, le groupe a constaté au second trimestre quelques retards dans les calendriers de construction des navires, entraînant un décalage dans la reconnaissance du chiffre d'affaires. Ces retards sont d'origine diverses. Difficultés d'approvisionnement liées au régime des sanctions, confinement et mouvements sociaux en Asie. Compte tenu de ces retards, nous confirmons nos objectifs annuels tout en anticipant désormais d'atteindre la moitié inférieure de la fourchette que nous avions indiquée en février dernier. Donc, il faut retourner sur les résultats financiers de février. Ils ont indiqué entre 290 et 350 ou bien 320 millions, si je ne me trompe pas. Donc, quand on vous dit la moitié de la fourchette inférieure, c'est-à-dire que la fourchette inférieure, c'est 290 millions. Donc, à peu près, quand on dit la moitié, on pourra se situer aux alentours de un peu plus que 290 millions en termes de chiffre d'affaires en 2022. OK? Mais il dit ceci. Par ailleurs, concernant l'exécution des projets dans lesquels le groupe est engagé en Russie, celle-ci se poursuit en conformité avec les régimes de sanctions applicables. Cependant, compte tenu de l'impact croissant des sanctions internationales en vigueur sur les projets de liquéfaction de GNL en Russie, la continuation et la bonne exécution de ces contrats sont exposés à des risques de report ou d'annulation. Donc, il y a un risque par rapport au chiffre d'affaires provenant de la Russie. Maintenant, vous devez savoir quelle est la taille de ce chiffre d'affaires estimé provenant de la Russie. Okay? Donc, en revanche, cette crise met aussi en évidence l'importance des besoins en gaz au niveau mondial, de l'indépendance énergétique des pays européens vis-à-vis de la Russie et plus spécifiquement de l'importance stratégique du transport maritime du GNL qui constitue le cœur d'activité de GTT. Donc, le gaz naturel liquéfié, d'accord? Et le transport maritime du gaz naturel liquéfié est devenu a une importance stratégique en date d'aujourd'hui. Et qui sont les producteurs? Les Américains. Et pour transporter, les plus gros producteurs aujourd'hui, parmi les plus gros, si ce ne sont les plus gros, je pense que les Américains sont les plus gros aujourd'hui sur le marché. En tout cas, il faudrait vérifier cela également. Mais les États-Unis ont énormément de gaz, d'accord? Ils ont l'infrastructure prête aujourd'hui pour pouvoir transporter ce gaz-là vers l'Europe. Et pour transporter, il faut des méthaniers. Et ces méthaniers-là, la technologie pour pouvoir construire à peu près les contenants, donc la technologie pour pouvoir construire ces méthaniers-là est disponible uniquement chez GTT. D'accord? Donc, à la fin de la journée,
la croissance future estimée de ce segment d'activité, enfin du gaz naturel liquéfié en Europe par exemple, va être bénéfique pour GTT, peut-être également dans le monde, mais les années à venir seront assez correctes pour GTT. Donc maintenant, on peut se dire qu'à court terme, on a quelques soucis, à moyen terme, ça pourrait aller, et à long terme, voilà, c'est un peu, on peut entrevoir un bel avenir à long terme, mais il faut faire attention. Maintenant, il faudrait voir que, OK, est-ce que l'entreprise a la capacité de souffrir aujourd'hui, d'accord? Parce que si les revenus baissent présentement, ça pourrait être assez compliqué dans les années, ça pourrait être assez compliqué si l'entreprise est très endettée, OK? Donc, quand vous lisez la plupart de ces éléments-là, voilà, quand vous avez la raison ici, c'est à peu près correct. Maintenant, il faut croire au management. Moi, j'aime bien quand on met des objectifs, mais à la fin de la journée, c'est pour ça que je prends toujours l'objectif le moins disant ici pour, voilà, le moins optimiste. Quand le management me dit qu'on aura entre 100 euros et 200 euros, je prends 100 euros. Pourquoi? Parce au pire, on aura 100 euros. Au mieux, on aura 200. Si on a plus que 100 euros, tant mieux pour moi. Je ne prends jamais, je prends très rarement l'estimation la plus élevée, sauf si le management a un passif pour pouvoir, parce qu'il y a des entreprises, il y a des managements en fait ici qui vous donnent des guidance, donc des prévisions qui sont à court terme, qui sont généralement inférieures à la réalité. Il y a beaucoup de management qui font ce genre de choses. Je pense que, par exemple, le PDG de Salesforce, il fait souvent ce genre de choses-là. On sait que généralement, que quand il donne une estimation ici par rapport à ce qu'on pourrait avoir cette année-ci, il y a de fortes chances que l'entreprise fasse plus que ça. Donc, à chaque fois, on va vous dire, les prévisions qu'ils avaient effectuées, ils les ont dépassées. D'accord? C'est une bonne chose, dans le sens où il vous dit qu'OK, on aura 100 millions. Si on a plus, tant mieux. Mais je préfère ça que quelqu'un qui va me dire qu'OK, on va s'attendre à 1 milliard de revenus, à 1 milliard de revenus ici, et après, on obtient 500 millions. Ça n'a pas de sens. OK? Donc ici, est-ce que le marché ici n'a pas puni l'entreprise par rapport à ces résultats-là? Quand on regarde ici, par rapport à cette année-ci, on a même une très belle année. Hein? Donc, bon, on se rappelle qu'on a étudié l'entreprise, on était déjà aux alentours des 100 euros, 110, 100, 105 euros par là. Donc, on a une belle année ici pour GTT. Semble-t-il que les années à venir soient également belles, soient également assez, voilà. On peut entrevoir un bel avenir également pour cette compagnie-ci pour les 3 à 5 ans à venir. OK? Donc, maintenant, en termes d'évaluation, qu'est-ce que ça va donner? Qu'est-ce que ça va donner en termes d'évaluation ici aujourd'hui? Est-ce que je dois prendre l'estimation ici pour le court terme ou bien à peu près à moyen terme? Je préfère prendre à moyen terme, mais prenez ceci avec des pincettes. Je dis bien avec des pincettes. OK? Donc, en 2022, le management espère entre 290 et 320. D'accord? 290 et 320 en termes de chiffre d'affaires. OK? Donc, les analystes ici, eux, ils estiment que en 2022, d'accord, on sera aux alentours de 296 millions. OK? Mais en 2023, on sera au moins à 400 millions. Et en 2024, on sera au moins à 500 millions. La question est de savoir, est-ce qu'on est optimiste sur cette compagnie-ci ou bien, voilà, on est pessimiste? Alors, je pourrais dire qu'on est plutôt optimiste, OK? Mais quand je vais prendre la marge supérieure ici, parce que je vais travailler avec les deux, je vais prendre le raisonnement selon lequel on a à peu près, disons, on va se dire 400 millions de chiffre d'affaires. Et le raisonnement sur lequel on a à peu près 500 millions de chiffre d'affaires. Maintenant, en termes de net income, c'est pour ça que je dis la vidéo précédente qui concerne GTT ici. Donc, généralement, si vous cherchez l'entreprise, si vous tapez GTT, Top Invest, et vous allez retrouver ici la vidéo sur l'entreprise, bien sûr, n'importe quelle autre entreprise. Si vous cherchez, si on l'a déjà étudié, juste faites la recherche comme ça, le nom de l'entreprise et Top Invest derrière. Donc, ici, nous, on s'attendait à 400 millions dans les années à venir. Voilà. Et voilà, on prévoit également 500 millions dans les années à venir, plus de 500 millions. Donc, on va prendre les deux ici aujourd'hui. On va essayer de faire une analyse rapide. Et c'est pour ça que je dis, par exemple, par rapport à la marge des free cash flow, la marge nette ici, allez revoir la vidéo précédente, elle est toujours d'actualité. Parce que quand on revient ici, si on doit refaire le calcul par rapport à la marge nette ici aujourd'hui, donc par exemple, net income margin. Alors, pas grand-chose ici. On pourrait voir ici qu'on est à peu près généralement en termes de médiane. D'accord, j'utilise la médiane ici. On a 51% ici de marge nette ici. Sur les 5 dernières années, nous sommes à 50% ici, 50,83, donc presque 51%. Moi, je prends 50% ici. Je n'essaye pas d'avoir précisément raison. Donc, en termes de dette nette ici, donc la dette, est-ce que précédemment, l'entreprise n'avait pas une énorme dette? Est-ce que c'est la même chose ici aujourd'hui? Donc, on va essayer de voir ça. Est-ce que le niveau d'endettement est assez correct ici? Alors, semble-t-il qu'aujourd'hui, mon logiciel me fait pas défaut, mais
Quand on regarde la valeur d'entreprise, ici, on se rend compte que la valeur d'entreprise est de 3 milliards 950, alors nous avons ici une capitalisation boursière de 4 milliards 11, donc c'est-à-dire qu'on n'a pas de dette nette ici. On a plutôt du cash net dans l'entreprise, d'accord? Donc, quand on va regarder la dette nette ici, par exemple, en refaisant voilà, on a l'information ici. Vous constatez que cette information date ici du mois de juillet, donc c'est assez actualisé. Donc, à peu près moins, on a 160 millions ici en cash net, ok? Donc, ici, une fois que je sais qu'on a le 160 millions en cash net et que je sais qu'on s'attend à peu près à avoir quelque chose comme 400 millions d'ici à peu près 2024 et 500 millions minimum les années qui vont suivre. OK. Donc, je prends ici le revenu, 400, d'accord? Et je 400 ici et je mets 500 de l'autre côté. Donc ça, c'est l'estimation ici pour la borne supérieure. Croissance ici, je vais mettre 0 parce que de toute façon, on prend déjà des revenus assez élevés par rapport à la période actuelle. Le free cash flow ici, vous avez vu que la marge bénéficiaire est aux alentours de 50%. Je l'ai comparé au free cash flow ici. Donc si vous comparez les net income, les free cash flow, il pourrait avoir une légère différence, mais il faut vous poser la question ici que la différence, elle est liée à quoi? Est-ce que c'est l'entreprise qui investit massivement dans son outil de production pour pouvoir à peu près accepter le maximum de commandes possible? Mais quand on met les deux ici, on se voit que bon, les deux se ressemblent à peu près. Hein. Donc, on peut se dire que il y a de bonnes chances que les free cash flow ici soient au même niveau que les net income. Et ça, c'est suffisant pour prendre la marge des net income ici. Donc, je retourne sur mon tableau ici. Et ici, le nombre d'actions, est-ce que le nombre d'actions diminue ou augmente? Ici, on voit que le nombre d'actions, on est à peu près à 37 millions d'actions ici. Donc, on a un nombre d'actions qui diminue à peu près. Donc, 37 millions d'actions, c'est le nombre d'actions, c'est ce qu'on a présentement. Donc, je vais mettre ici 37 millions. OK. Le PER. Quel est le PER de l'entreprise ici aujourd'hui? Donc, on va prendre, qu'est-ce qu'on va faire ici? Price. On va voir à peu près le marché paye généralement combien pour ce genre de compagnie ici. Et en même temps, je me réserve le droit d'appliquer un jugement purement personnel parce que je n'achète pas une entreprise à plus de 25 fois les bénéfices. Même si elle a une croissance extraordinaire, je pense que, comme je l'ai toujours dit, je peux pas acheter une compagnie de croissance sans prendre en considération la croissance. Okay? Donc ici, le marché paye généralement 15 fois les bénéfices, en tout cas sur les 10 dernières années. Sur les 5 dernières années, 17 fois les bénéfices. Sur les 3 dernières années, 17 fois les bénéfices également. Enfin, on va dire 16 fois les bénéfices. Donc vous constatez que sur la période actuelle, on a une exagération. Donc, même en prenant ici 20 fois les bénéfices, là, on est toujours en train d'exagérer parce que le marché, en moyenne, voilà, ne paye pas plus que ça. Et ce n'est pas comme si la technologie de GTT a apparu du jour au lendemain. Non, pas du tout. C'est une technologie qui existe depuis plusieurs années. Les méthaniers, on en a déjà construit ici. Il y en a déjà qui sont en fonction dans le monde. Ici, ce n'est pas comme si c'était quelque chose de nouveau. D'accord? Donc, est-ce que le marché va plutôt nous redonner la moyenne ici? C'est le point d'interrogation. Donc, il faudrait faire attention par rapport à ça. Donc, c'est-à-dire que quand je vais prendre des marges ici de 20 fois les bénéfices, je suis assez optimiste. Parce que moi, personnellement, de nature, vu que c'est un secteur cyclique, faites attention. On va se dire que ça ne se voit peut-être pas sur les chiffres des GTT, hein, mais c'est un secteur assez cyclique. Faites attention. Et vous voyez que le niveau de commande a augmenté sur les dernières années ici. D'accord? Donc, c'est pas comme si on n'avait pas un niveau de commande élevé dans le passé, mais voilà, vous constatez que sur les dernières années, c'est un peu plus prononcé que d'habitude ici. Maintenant, la question est de savoir est-ce que c'est durable? Parce qu'on n'a jamais eu ce genre de résultat-ci. OK? Donc, il faut faire attention. C'est un secteur cyclique, il y a beaucoup de commandes, c'est vrai, mais une fois qu'il y a des commandes, ce n'est pas comme si on va commander le même niveau chaque année. Non, pas du tout. On commande un certain niveau et après ça, quand le marché est saturé, le nombre de commandes va être réduit. D'accord? Donc, faites attention à ça. Donc, pour les PER ici, vous allez voir que je vais prendre deux choses. Je vais prendre 15 fois les bénéfices, qui est la moyenne, ce que le marché propose sur les 10 dernières années, et 20 fois les bénéfices. On va le calculer comme ça. Donc, la dette nette, on n'en a pas. On a plutôt du cash net. La qualité dividende, on va y revenir tantôt. OK. J'ai tous les éléments nécessaires. Soyez attentifs. Première hypothèse ici, c'est en prenant en considération 400 millions de revenus. OK. 400 millions de revenus ici, avec un PER, de 20, donc 20 fois les bénéfices, et un PER de 15, ça donne combien, d'accord, par rapport à 400 millions de revenus. OK. Ça donne combien? On va prendre ça ici. Voilà. Donc, on a ici 400 millions. 50% de 400 millions, c'est 200 millions. OK? Multiplié par 20 fois les bénéfices, d'accord? Il n'y a pas de dette nette, il y a plutôt du cash net ici qu'on va mettre à zéro de toutes les façons. Si vous aimez la précision, vous pouvez ajouter le 160 millions en question. Ça ne dérange pas. OK? Divisé ici par 37 millions d'actions, d'accord? Si vous voulez, je vais l'ajouter ici parce que je sais qu'il y a des gens qui aiment beaucoup la précision ici. Donc, on va faire plus 160 millions. Voilà. Divisé ici par le nombre d'actions, donc on a 37 millions d'actions, ça donne ici 112 € l'action. D'accord? À 20 fois les bénéfices, on est à combien? 112 € l'action.
Ça, c'est après avec des revenus de 400 millions, dont les revenus par rapport à l'année 2023. Ce qu'on s'attend à voir en 2023. Cette année-ci, les revenus sont à 296 millions. Donc, si tout va bien, l'année prochaine, on aura 400 millions. Donc, faites attention. Donc, maintenant, on prend maintenant 400 millions. Donc, on divise par 50% de ce montant-là, multiplié par 15 fois les bénéfices, d'accord, plus la dette, plus le cash net ici de près de 160 millions ici, divisé par le nombre d'actions ici de 37 millions, nous avons au total 85 euros l'action. OK? Ça, c'est à 15 fois les bénéfices. OK? Maintenant, ça, c'est 400 millions de revenus, n'est-ce pas? Maintenant, si on a une croissance jusqu'à 500 millions minimum, OK? Donc, ça, c'est notre hypothèse maintenant à 500 millions de revenus. 500 millions, la moitié de 500 millions, c'est 250 millions, multiplié par 20 fois les bénéfices ici, plus le cash net qui est 160 millions ici, divisé par le nombre d'actions ici à 37 millions, on est à peu près à 140 euros l'action. Je l'arrondis à 140. Donc, ici, on fait 20x égale 140. OK? Maintenant, 15x, 15 fois les bénéfices, égale combien? Alors, maintenant, le même calcul, 250 fois 15 fois les bénéfices, OK, plus le cash net qui est aux alentours de 160, divisé par le nombre d'actions aux alentours ici de 37 millions. On va se dire que nous sommes à peu près aux alentours de 105 euros l'action. 105. OK. Alors, maintenant, comme je vous l'ai dit, c'est en termes d'hypothèse. Si on arrive à avoir des revenus de 400 millions en moyenne sur les années à venir, on pourrait se dire que le prix actuel, voilà, est juste correct. Si on arrive à avoir des revenus plus élevés, minimum 500 millions, comme prévu en 2025-2026, en moyenne, sur une longue période de temps, on peut se dire qu'on pourrait être aux alentours de 140 euros l'action. Ça, c'est tout en étant optimiste, parce qu'il y a des marges supérieures et la marge inférieure. Ce qui m'amène à dire que je ne suis toujours pas convaincu. Le prix est intéressant. On va se dire une chose. Si vous croyez à la croissance élevée future, OK? Mais je sais également que ce secteur-ci est cyclique, d'accord? On pourrait avoir 400 millions de revenus ici, du jour au lendemain, avoir des revenus de 300 millions, 250 millions par là. Et là, le marché va nous sanctionner. Donc, pour ceux qui sont investis dans GTT aux alentours des 60 euros, 80 euros par là, vous avez de bons prix d'achat, d'accord? Vous êtes bien parti pour le long terme. D'accord? Ceux qui sont à 160, 80, même 80 $, 85 $, vous êtes correct ici. Mais pour un investissement sur GTT en date d'aujourd'hui, voilà, ça pourrait marcher en cas d'optimisme extrême sur ce genre de compagnie. Ça pourrait marcher. Comme je vous l'ai dit, la compagnie n'est pas sous-évaluée. Moi, personnellement, je préfère rester à l'écart de cette compagnie-ci. Et voilà, si on m'offre un prix aux alentours des 60, 80, je pourrais réfléchir. Donc, à la fin de la journée, ce n'est que mon avis ici. Je n'ai pas dit que l'entreprise, c'est une mauvaise entreprise, ni quoi que ce soit. Non, pas du tout. Au contraire, l'entreprise se situe présentement, l'entreprise a le vent pour le futur. Mais ce futur-là n'est pas durable jusqu'à la fin des temps. Ici, on veut des revenus récurrents, moyens. Est-ce que je peux clairement dire ici qu'après 2027, on aura toujours au moins 500 millions de revenus? Et si le marché pense qu'après 2027, on aura des revenus en berne, faites attention à ça. Ça peut également se voir par rapport ici à... Les analystes estiment que 2024, on aura 563 millions. 2025, 575 millions. 2026, 572. Donc, ça ne bouge plus. Ça ne bouge plus du tout. Ça veut dire que là, on va atteindre un certain plateau. Et ça pourrait également diminuer parce qu'ils se réservent le droit de changer d'avis. Donc, le futur est très incertain. C'est pour ça que s'il fallait acheter cette compagnie-ci en date d'aujourd'hui, en prenant en considération, par exemple, ce qu'ils vont pouvoir dégager ici aujourd'hui par rapport à ce qu'ils ont estimé, donc on va se dire qu'on sera aux alentours des 300 millions ici, divisé par 2, d'accord? Multiplié ici par 15 fois les bénéfices, qui est la moyenne que le marché offre généralement pour cette compagnie-ci. 15 fois les bénéfices, si on est trop pessimiste, plus le 160 millions ici, divisé par le nombre d'actions ici, on va s'en dire aux 37 millions. C'est-à-dire que quelqu'un... Voilà, en achetant l'entreprise en tout de 65 $ ici aujourd'hui, vous l'achetez par rapport à ses revenus actuels. Et ces revenus actuels sont à peu près dans la moyenne de ce qu'on a eu précédemment. La moyenne de ce qu'on a eu précédemment. Donc, vous voyez qu'ici, nous sommes en 2014 ici, et là, on est en 2022 ici. Donc, si on regarde la moyenne de ce qu'on a eu sur cette période, si on pourrait se dire qu'au pire, on pourrait quand même maintenir ce niveau-là.
au moins se maintenir au niveau des 300. C'est probable, il est fort probable qu'on se maintienne au niveau des 300. Mais maintenant, est-ce qu'on va aller au-delà? Oui, c'est possible. Même moi, mon problème, c'est qu'on reste à la moyenne, qu'on reste à peu près, qu'on rapporte à peu près une moyenne de revenus. C'est ça qui m'intéresse. Les marges sont bonnes, etc. Mais je n'ai pas envie de surpayer et me retrouver dans une spirale où l'entreprise va vous dire que OK, les 3 années prochaines, on s'attend à ce que les revenus soient à peu près stables ou bien inférieurs à ce qu'on avait précédemment parce que le secteur est saturé, etc. Donc, présentement, il y a de fortes chances qu'il y ait du potentiel de croissance ici. Donc, si quelqu'un veut investir sur cette compagnie-ci, faites attention. Regardez, allez-y avec une petite partie de votre portefeuille. N'allez pas mettre 10, 15, 13%, 40% de votre portefeuille, sauf par exemple si vous êtes un trader à la fin de la journée. Et ça c'est autre chose. Donc, ce n'est que mon avis. Je peux également me tromper, mais je reste à peu près sur la même tendance que la vidéo passée ici. Donc, j'aurais même une tendance ici à me dire que le prix de l'entreprise ici va être situé aux alentours des 110, 112 euros là, par là. D'accord? Donc, il est fort probable qu'on atteigne les 500 euros parce qu'il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de commandes qui vont arriver. Et voilà, parce que les Européens ne veulent pas se retrouver dans la même situation qu'aujourd'hui avec la Russie. Donc, je pense qu'ils vont être le plus indépendants possible en termes de fournisseurs, en termes d'énergie, en tout cas au niveau du gaz. D'accord? Si on a plusieurs fournisseurs, c'est bien parce qu'il n'y a pas qu'un seul qui pourra nous imposer sa loi. OK? Donc, ici, pour cette compagnie-ci, c'est à vous de voir. Moi, personnellement, je vous ai dit, c'est une belle compagnie. Les chiffres sont bons, etc. L'avenir, en tout cas, en moyen terme, est assez correct. Mais maintenant, est-ce que je veux mobiliser une grosse partie de mon capital ou une petite partie de mon capital ou bien avoir un meilleur prix? C'est à vous de décider. Donc, moi, ici, mon prix idéal sera aux alentours à partir de 80 euros, ça pourrait commencer à ressembler à quelque chose. Idéalement, 65 euros. D'accord? Idéalement. Mais à partir de 80, on pourrait commencer à réfléchir. Ça reste que, il faut également préciser que le prix actuel n'est pas mauvais, mais il n'est pas extraordinaire non plus. OK? Donc, c'est ce qui arrive généralement avec les compagnies cycliques. Il faut émettre beaucoup d'hypothèses ici et c'est très important d'aller regarder l'état même de l'industrie, etc. et se dire que le secteur pourrait se retourner du jour au lendemain. OK? Il faut également voir que payer un multiple très élevé pour ce genre de compagnie-ci, il faut avoir le cœur bien accroché. Donc, la dernière fois, quand je regarde mon analyse ici, prend 20 fois les bénéfices, on se voit que c'est par rapport à ce que le marché paye sur les 5-3 dernières années ici, c'est assez élevé. Mais est-ce que c'est durable? Est-ce qu'on ne va pas plutôt revenir à la moyenne? Je n'essaye pas d'être plus intelligent que le marché, donc je me dis, OK, minimum, je paye mon 15 fois les bénéfices. Si ça arrive, plus que ça, tant mieux. Mais au moins, si on revient au niveau de la moyenne, je me protège. C'est ce que j'avais choisi dès le départ. OK? Donc, c'est pour ça que je dis que je plancherai plus aux alentours des 110, 112 dollars par là. D'accord? Donc, mon prix d'achat, je vous l'ai donné. Ce que je pense de cette entreprise de l'industrie également, je vous l'ai donné. Maintenant, c'est à vous de voir. Avant d'investir, lisez vos rapports financiers. Il faut comprendre ce que l'entreprise fait ici. D'accord? Est-ce qu'elle a des brevets qui arrivent à expiration, des choses comme ça? Est-ce qu'elle a des compétiteurs? Parce que les marges de 50%, c'est assez élevé quand même. Est-ce qu'on n'aura pas des compétiteurs du jour au lendemain? Ça, je ne sais pas. OK? Allez-y, lisez les rapports financiers. Mais sinon, au niveau du dividende ici, parce qu'il faut qu'on parle du dividende, nous avons ici un dividende de près de 2,78% ici. Est-ce que ce dividende-là est croissant depuis plusieurs années? On va regarder ça ici. Nous avons ici un dividende. Voilà, il distribue un dividende depuis plusieurs années. Est-ce que ce dividende est stable? Oui, on distribue un dividende certainement, mais ce n'est pas un dividende qui est croissant année après année. Parfois, il vous donne plus, parfois, il vous donne moins. Donc, il n'y a pas de grande stabilité dans ce dividende-là, mais ils ne l'ont pas coupé depuis plusieurs années. Donc, ici, vous voyez que depuis à peu près 2010, ils n'ont pas coupé ce dividende, il a plutôt augmenté. Il se pourrait qu'il continue à augmenter également. Donc, si l'entreprise vous distribue la totalité des free cash flow en date d'aujourd'hui, d'accord, c'est free cash flow estimé, si elle vous donne la totalité en date d'aujourd'hui par rapport à la capitalisation boursière actuelle, vous aurez à peu près un rendement de 3,64%. Et si on estime la marge supérieure ici, si on a des free cash flow moyens de 250 millions ici, à partir de 2025 par là, par rapport au prix d'acquisition en date d'aujourd'hui, ça va représenter un rendement à peu près de 6%. Ce qui reste à peu près correct ici. OK? Donc, elle a le potentiel d'augmenter ce dividende-là, surtout qu'elle n'a pas de dette de toutes les façons. Donc, ceci n'est que mon avis par rapport à cette compagnie-ci. Pour ceux qui veulent aller plus loin, n'hésitez pas à lire les rapports financiers, sinon ça reste une très belle entreprise. On se dit à bientôt. Merci.